Premier exportateur et deuxième puissance économique de la planète, la Chine est devenue un acteur incontournable de la scène économique mondiale. Impossible d'ignorer ce marché stratégique et porteur qui pourrait prendre la place des États-Unis et devenir la première économie mondiale à l'horizon 2030. Le marché chinois représente donc des avantages pour les investisseurs aux idées innovantes. Mais comment implanter son entreprise et quels sont les pièges à éviter? Quelle forme de société choisir? Experts et entrepreneurs répondent à toutes vos questions. Il y a deux principaux types de sociétés. Il y a les sociétés domestiques, donc qui sont des sociétés à capitaux chinois dont les investisseurs, les actionnaires sont chinois, que ce soit des personnes physiques ou des entreprises. Et la seconde catégorie, ce sont les sociétés à capitaux étrangers dont les actionnaires sont intégralement ou en partie des étrangers. Donc lorsque ce sont intégralement des capitaux étrangers, on parle de WFOE, Wholly Foreign Owned Enterprise. Et lorsque ce sont des sociétés à capitaux mixtes, ce sont essentiellement des joint ventures. Une fois que vous aurez choisi la structure de votre entreprise, il faudra parfois s'armer de patience pour que l'ensemble de vos projets aboutissent. Pour monter ma société, les principales difficultés ont été la durée et la complexité des procédures. Il m'a fallu à peu près 1 an pour monter la structure intégrale. L'autre difficulté à laquelle j'ai eu à faire face, et je vous donne un exemple concret, c'est que quand on monte une société en Chine, on ne choisit pas sa banque, contrairement aux pays occidentaux où on choisit sa banque. En Chine, c'est la banque qui nous choisit en fonction du montant du capital qu'on apporte, en fonction du secteur d'activité dans lequel on intervient. Et donc ça, c'est une problématique dont il faut absolument tenir compte et que j'ignorais totalement. Un autre point à ne pas négliger, les rapports avec l'administration varient en fonction des localités. Vous traiterez différemment avec les autorités selon que vous vous installez à Pékin, à Shanghai ou dans des provinces reculées. Voici un petit tour d'horizon de ce que vous devez savoir avant de partir. Bon, l'administration en Chine n'est absolument pas homogène. Vous avez, suivant que vous êtes à Pékin, Shanghai ou dans une ville reculée dans une province de l'Ouest, vous n'allez avoir absolument pas les mêmes types de relations. Bon, à Pékin, vous avez une approche un peu rigide, un peu dogmatique, mais très respectueuse des lois qui viennent d'être dictées. À Shanghai, une approche beaucoup plus commerciale, mais malgré tout un respect des lois. Au passage, les lois sont souvent beaucoup plus strictes qu'elles ne peuvent l'être en Europe. À l'inverse, si vous allez dans des villes de province, le poids économique de vos concurrents ou de la société avec laquelle vous traitez va être beaucoup plus important que la loi. Et donc les autorités locales vont avoir tendance à adapter leur jugement en fonction des intérêts locaux. Et donc si vous avez des relations avec les autorités locales, il est extrêmement important de comprendre ça à l'avance. Sinon vous allez droit dans le mur. Et donc nécessité d'avoir des équipes qui soient bien formés et qui fassent des analyses à l'avance du comportement du gouvernement dans telle ou telle province. Fort de plus de 1500 entreprises, la présence économique française rayonne dans tout le pays. Le climat des affaires reste en effet propice aux sociétés, mais pour investir, mieux vaut connaître les niches à exploiter. Il est évident qu'en Chine, la Chine a besoin de beaucoup de... On peut parler de denrées alimentaires, donc l'agroalimentaire est un secteur porteur. Vous avez aussi le domaine de la santé, puisque la santé, c'est un secteur où la France a des technologies et également de très belles entreprises qui sont reconnues et dont les savoir-faire sont reconnus. Il y a tous les autres secteurs innovants de technologie, de haute technologie, et bien entendu, enfin je dirais les secteurs également, l'aviation, l'aéronautique, l'industrie, enfin toutes les industries, tous les secteurs finalement. Et ce sont aussi des secteurs où la France a des entreprises qui sont connues et dont les savoir-faire sont reconnus.
L'urbanisme, le développement du green et tout ce qui touche à l'environnement sont également des secteurs dans lesquels les entrepreneurs français excellent. Pour vous accompagner et vous orienter dans vos choix, les conseillers du commerce extérieur de Shanghai ont édité cette année un livre dans lequel vous pouvez retrouver plusieurs success stories, des histoires qui pourront vous être source d'inspiration. Les entrepreneurs qui veulent venir en Chine peuvent s'inspirer de ce livre que nous avons édité il y a quelques mois, qui s'appelle 50 ans, 50 entrepreneurs français en Chine. Ce livre raconte des aventures individuelles et il raconte également quelles sont les qualités qu'un entrepreneur doit avoir pour venir s'implanter en Chine. Ces qualités, c'est d'abord une idée originale, la persévérance, le talent. Je dirais que la Chine accueille les meilleurs des entrepreneurs. La Chine a besoin de gens de très haut niveau, des gens qui ont l'esprit d'entreprise chevillé au corps, qui n'hésitent pas à recommencer en cas d'échec. La Chine pardonne les échecs, et un peu comme les États-Unis d'ailleurs. Une fois que vous aurez respecté toutes les formalités, il ne vous restera plus qu'à trouver un bureau. Attention aux réglementations locales qui diffèrent totalement de celles de la France. Il y a des opportunités immobilières intéressantes. On peut trouver des locaux. En cherchant, on peut même trouver des bonnes opportunités avec des loyers qui restent raisonnables, puisqu'il existe beaucoup de constructions et de locaux vacants. En revanche, pour trouver un local qui soit légalement apte à accueillir le siège social d'une société, il faut bien vérifier avec le propriétaire ou le bailleur que les locaux permettent d'accueillir cette activité. Et c'est un point sur lequel les entrepreneurs ne font pas forcément attention au départ. Ils pensent qu'ils vont pouvoir établir leur siège social n'importe où, puisque en Europe notamment, on a ce réflexe, on peut domicilier sa société chez soi. Il suffit d'une boîte aux lettres. Ici, ce n'est pas comme ça. Il faut bien vérifier que le statut du local permet d'en faire le siège social d'une société. Si vous souhaitez vous installer dans une grande métropole, prenez le temps de chercher votre local, car les prix peuvent parfois être très élevés selon les quartiers. Écoutez les conseils d'Isabelle Anouche, implantée à Shanghai. Lorsque j'ai démarré la recherche pour un bureau, donc ça a été relativement facile car j'ai été aidée par un de mes business partners qui m'a fait visiter un building et j'ai trouvé le bureau de mes rêves à un prix très abordable. Mais il est vrai que lorsqu'on cherche un bureau au centre de Shanghai, donc il va falloir chercher longtemps car il faudra trouver des prix abordables. Mais lorsqu'on commence, je pense qu'on peut choisir de partager un bureau. Donc c'est la solution aussi pour laquelle j'ai opté. Et donc ce qui permet vraiment d'atténuer les charges. Il y a vraiment du choix à Shanghai, donc si vous voulez trouver un bureau qui correspond à votre budget, c'est tout à fait possible. Par exemple, des buildings qui sont faits exprès avec des open space. Donc vous pouvez aller et trouver votre bureau pour une personne, 2 personnes, 3 personnes, dépendamment du stade d'évolution de votre entreprise. À Hong Kong, le point noir est aussi l'immobilier. Mais la ville compense cet aspect négatif par bien d'autres atouts, comme notamment sa main-d'œuvre. Écoutez le témoignage de la directrice de la Chambre de commerce et d'industrie de Hong Kong, Oriane Chenet. À Hong Kong, le point noir, si je puis dire, s'il y en avait un, ce serait le coût de l'immobilier. Il est très cher de se loger, il est très cher de payer ses bureaux et les prix du retail sont aussi particulièrement élevés. Mais à Hong Kong, un des points forts, c'est qu'il y a une main-d'œuvre locale extrêmement qualitative qui en général parle bien anglais, mais il y a aussi un gap culturel auquel il faut se préparer. C'est une richesse puisque vos collaborateurs hongkongais peuvent vous permettre de comprendre si vos produits, votre service vont fonctionner, mais il faut aussi s'adapter, il faut faire preuve d'humilité, il faut comprendre quelles sont leurs attentes parce que comme il y a un taux de chômage qui est proche de 3%, il y a aussi un turnover des équipes qui est extrêmement important. En effet, la Chine fait face en général à une pénurie de personnel qualifié. Il est donc important de bien former vos employés en les incitant à rester au sein de votre entreprise. À ça va s'ajouter le fait que des Chinois qui peuvent travailler dans une économie de marché
Ce sont des Chinois qui sont finalement assez rares, qui peuvent être aussi assez chers et qui finalement vont changer régulièrement d'entreprise. Donc l'autre point, c'est la question de la fidélisation des collaborateurs chinois. Donc il y a bien sûr quelques éléments, quelques pistes pour essayer de fidéliser les collaborateurs chinois. On peut en citer une première qui sera de faire pour eux un parcours diplômant quelque part, avec un parcours intégrant une partie de la formation en France. Moyen de les fidéliser, bien sûr aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de plafond de verre. Et puis, et là on revient sur une dimension peut-être confucianiste, c'est aussi nouer une relation personnelle très forte avec les collaborateurs qu'on veut fidéliser. Vous l'aurez compris, la Chine n'est plus un Eldorado et représente aujourd'hui un vrai défi. Mais si vous partez avec une idée innovante, vos chances de réussir sont grandes. N'oubliez pas non plus que vous pouvez être accompagné sur place, notamment grâce au soutien de la French Chamber of Commerce and Industry in China.